vous avez vu qu'il y avait différents types de crises. Des crises de type déflationniste, comme en 1929 ou en 2009, avec baisse des prix ou stagnation des prix, et hausse du chômage. Le cas de la baisse des prix, c'est évidemment 1929. En 2009, la baisse des prix n'a pas été généralisée dans tous les pays et est apparue brièvement. On a vu un document qui montrait que les périodes de stricte déflation en France avaient disparu depuis les années 30. La crise de 2009 en France s'est traduite par une stagnation des prix. La crise de type stagflationniste, c'est une crise de type inflation plus chômage. La réponse à chaque crise est différente, et là on évoque les politiques économiques à mener pour lutter contre ces crises. Face aux crises déflationnistes, le type de politique à mener, ce sont des relances keynésiennes, avec un objectif principal qui est lutter contre le chômage keynésien, c'est-à-dire le chômage lié à l'insuffisance de la demande. La logique d'ensemble, c'est relancer la demande à travers des investissements publics pour compenser la faiblesse de l'investissement privé. Et ce qu'on met en jeu, c'est le multiplicateur keynésien avec comme dépense initiale des dépenses publiques. La politique budgétaire, c'est donc une politique d'augmentation des dépenses publiques. Et la politique monétaire, qui est une politique d'accompagnement, donc seulement en numéro 2, est une politique de baisse des taux d'intérêt et de financement par la création monétaire. Face à la crise de stagflation comme celle des années 70, le type de politique à mettre en œuvre, ce sont des politiques de rigueur. L'objectif principal est de lutter contre l'inflation. La logique d'ensemble, c'est celle du théorème de Schmitt. Les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. La logique passe d'abord par une restauration des profits qui va permettre aux entreprises d'autofinancer leur investissement, de moins recourir au crédit et ainsi de lutter contre l'inflation. La politique budgétaire, c'est une politique d'accompagnement, politique numéro 2, blocage de la demande interne. La politique monétaire est la politique numéro 1. Il s'agit d'augmenter les taux d'intérêt pour modifier le partage de la valeur ajoutée, l'augmentation des taux d'intérêt poussant les entreprises à négocier de la modération salariale avec leur main-d'œuvre pour pouvoir détenir des profits suffisants permettant l'autofinancement. Nous allons présenter maintenant en détail la logique de chacune de ces politiques. La relance keynésienne d'abord, dont vous connaissez le mécanisme à travers le multiplicateur keynésien. L'objectif, lutter contre le chômage conjoncturel. Moyen, politique budgétaire, augmentation des dépenses publiques. Politique monétaire, politique d'accompagnement par baisse des taux d'intérêt. La logique repose sur l'effet multiplicateur que vous retrouvez ici. On a mis en rouge ce que l'on peut considérer comme les fuites du système. Au passage, on peut voir que dans une logique keynésienne stricte, une politique de relance ne mène pas nécessairement à des déficits puisque les recettes de l'État sont censées augmenter et couvrir les dépenses initiales engagées au départ du cercle vertueux. Au passage, l'emploi augmente et fait baisser le chômage. Cette politique comporte des risques. D'abord, l'inefficacité du multiplicateur, c'est la tendance à importer est trop forte et qu'on bute sur la contrainte extérieure. Ceci est représenté dans le schéma par la fuite vers les importations. En économie ouverte, seule une économie compétitive peut faire une politique de relance, sans buter sur la contrainte extérieure. Le risque d'inflation lié à la création monétaire et à la stimulation de la demande. C'est un double risque d'inflation. La création monétaire ne mène pas forcément à de l'inflation, mais si la création monétaire et l'augmentation des dépenses publiques ne provoquent pas une augmentation aussi rapide de la production, alors il y aura des tensions inflationnistes. Le troisième risque est le risque d'endettement excessif, et c'est peut-être pour les pays européens le blocage essentiel. Le risque d'endettement excessif, c'est-à-dire au moment où chaque nouvelle dépense publique n'a plus d'effet sur l'économie réelle, mais sert uniquement à couvrir le service de la dette. Ce cas existe lorsque les taux d'intérêt réels sont élevés et la croissance faible. La logique de la politique de rigueur. L'objectif, c'est de lutter contre l'inflation, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un objectif d'emploi, mais c'est un objectif à long terme et non pas immédiat. Le moyen dominant, c'est la politique monétaire. Politique monétaire, augmentation des taux d'intérêt, on explique un peu, développement de financement de type non inflationniste comme l'autofinancement ou l'émission d'actions. Pour la France, l'émission d'actions n'interviendra qu'à partir du milieu des années 80, le marché financier étant en France relativement peu développé jusque-là. La politique budgétaire, qui est une politique d'accompagnement, blocage ou diminution des dépenses publiques, rigueur salariale, désindexation des salaires, on ne fait plus augmenter systématiquement les salaires à la vitesse des prix. Non-remplacement de fonctionnaires, privatisation de la protection sociale, développement des structures concurrentielles. La logique des politiques de rigueur, c'est le théorème de Schmitt. Les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. C'est-à-dire qu'au départ de cette politique de rigueur, existe une modification du partage de la valeur ajoutée vers les profits, favorisant l'autofinancement. Les risques de la politique de rigueur, c'est d'abord une forte augmentation du chômage à court terme. En effet, puisqu'on bloque la demande interne à des fins de lutter contre l'inflation, on bloque aussi un des moteurs potentiels de la croissance, et la croissance ne peut venir alors que d'une reprise liée au commerce extérieur. Blocage de l'investissement par manque d'anticipation optimiste des débouchés par les entrepreneurs.
On espère qu'à un moment, les profits d'aujourd'hui fassent les investissements de demain. Pour ça, il faut quand même que les entrepreneurs imaginent que leur investissement soit rentable. Il faut qu'ils imaginent des débouchés futurs, ce qui est incertain lorsque la demande interne est bloquée. La reprise de la croissance ne peut venir que de la demande extérieure, mais cela ne peut se produire si tous les pays suivent une politique de rigueur. De plus, le manque d'investissement des entreprises peut finir par dégrader la compétitivité des entreprises. En ce qui concerne la crise de 2009, on est dans une crise qui est proche de celle de 1929. La réaction américaine, ça a été une politique de relance keynésienne avec une forte impulsion budgétaire et une politique de taux d'intérêt nul de la Federal Reserve, banque centrale indépendante, mais qui a aussi dans ses statuts l'obligation d'assurer le plein emploi, en même temps que la stabilité des prix. La réaction de la Fed a été très rapide, plus rapide qu'en Europe. En Europe, par opposition, on a eu une politique monétaire accommodante, mais avec un temps de décalage par rapport aux États-Unis, et surtout, pas d'impulsion budgétaire comparable à celle des États-Unis. Ça s'explique en grande partie par le manque de coordination des politiques économiques en Europe et l'absence d'un gouvernement économique européen. Les résultats, c'est pour les États-Unis une forte reprise, avec le retour du plein emploi, mais des inégalités qui restent très fortes et déstabilisantes pour l'économie. On avait vu que ces inégalités jouaient un rôle central dans la crise des subprimes. Montée de l'endettement public par ailleurs, c'est-à-dire que les engagements de l'État américain, ces dépenses supplémentaires, n'ont pas été couvertes par l'augmentation de la production qui pourtant a été réelle. Et donc les États-Unis ont vu leur endettement progresser. C'est le point faible de la politique de relance américaine. En Europe, les résultats ont été mitigés, une faible reprise, c'est-à-dire que la croissance n'a quasiment pas augmenté. L'investissement ne semble pas réagir à la faiblesse des taux d'intérêt. Puis 2012 va être le moment d'une nouvelle crise en Europe qui va toucher notamment la France et de nouvelles contraintes sur le financement des États qui va bloquer une reprise possible de la croissance. C'est à cette période qu'on met aussi en France en place une politique pour restaurer la compétitivité des entreprises par un partage de la valeur ajoutée plus favorable au profit. Dans l'esprit du rapport gallois, les risques actuels liés à ces politiques, toute politique monétaire à commande risque de provoquer de l'inflation, contrainte extérieure, fuite des capitaux. Ce qui signifie aussi qu'en permanence, on se demande si les prix ne vont pas commencer à remonter trop vite. Et à chaque fois que les prix remontent légèrement, eh bien les taux, eux, sont ajustés à la hausse. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, pas en Europe, parce que pour l'instant, il n'y a pas de tension inflationniste en Europe. Pourquoi une politique monétaire accommodante provoque de l'inflation? La baisse des taux d'intérêt favorise la création monétaire. La création monétaire peut être un facteur d'inflation. L'inflation provoquerait une fuite des capitaux. La fuite des capitaux entraîne une dépréciation monétaire. La dépréciation monétaire, c'est-à-dire la baisse de la valeur de la monnaie sur le marché d'échange, provoque des importations plus chères. Et les importations plus chères renforcent l'inflation par les coûts. Dans un cas de ce type-là, vous ne parvenez pas à maintenir votre compétitivité. Deuxième risque, le retour à des taux d'intérêt normaux, c'est-à-dire plus élevés, peut déstabiliser l'économie. Enfin, la période de faible taux a pu permettre le développement de bulles spéculatives et il suffit du retournement d'un marché pour que ces bulles éclatent